japonaise. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Animé. Il y a beaucoup de vidéos, j'ai mis pas mal de vidéos, il y a plein de sujets en fait, et j'ai peur de m'éparpiller. Donc on va voir ce que ça donne. Tout ça, hop là, je vais revenir sur les animés. Donc là, on part sur la partie animée. La partie animée, donc Japanime. C'est quoi l'histoire de la Japanime? Et il y a 99% de chances pour que vous me répondiez Japon, manga, voire Japanimation. Et pour cause, les animés japonais sont aujourd'hui tellement présents, notamment en Europe, que le terme animé lui-même fait pour Eh beaucoup oui, d'entre nous directement référence à ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore la Japanimation. Car le Japon a su sinon on dit s'imposer dans dessin un monde animé qui quand fut c'est pendant pas... longtemps dominé par les États-Unis. On imagine sans peine les difficultés À rencontrées 21 minutes, lorsqu'on fait ouais. face à un mastodonte comme Disney par exemple. Alors on va pas tous mater. Manga versus anime, ça m'intéresse. Et on va regarder ça. C'est parti. C'est encore la vie dure en Occident. La différence entre manga et animé, par exemple. Ça a l'air évident, mais on entend encore trop souvent des gens dire qu'ils regardent des mangas à la télé Eh ou ben en non. streaming. Ah non, désolé, mais les mangas, ce sont les BD, papier. Ce n'est pas parce qu'un animé est japonais qu'on peut dire que c'est un manga. Oui, Mais ok. il désigne au départ l'animation dans son ensemble, et pas uniquement la japanimation. C'est le terme utilisé au Japon pour désigner ce qu'on Attendez, je vous appelle remets les encore parfois sous-titres. chez nous Voilà. les dessins animés. Ces questions sémantiques étant réglées, Était-ce bien nécessaire? bah, écoute, on est rigoureux ou on l'est pas, hein. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, les animés, et puis Ok. ensuite les mangas, ont souvent été la porte d'entrée pour découvrir le Japon et sa culture. Et si on est ici aujourd'hui, vous comme moi, c'est parce qu'on a choisi de franchir cette porte. Alors, une fois de plus, allons-y, passons le tori qui mène au temple de la connaissance et du savoir, et découvrons l'histoire Bien de joué. l'animation japonaise. Oh, c'est beau ce que tu dis. Alors. L'animation d'images dessinées a démarré un peu partout dans le monde à la même période, au début du XXe siècle. Le Japon ne fait pas exception à la règle, puisque les premiers essais du genre dans l'archipel remontent aux années 1900. La première tentative connue date Ok. de 1906 et s'intitule Katsudo Shashin, que l'on peut traduire par image en mouvement. On y voit un personnage à casquette écrire les mots Katsudo Shashin de droite à gauche sur un mur avant de retirer sa casquette et de saluer. Bon, les images ont plus de 100 ans, hein, et plusieurs personnes ont tenté de les restaurer tant bien que mal pour le résultat que vous venez de voir. Ah oui, c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas en HD. Hein. Voilà, et je trouve que c'est déjà bien qu'on puisse les trouver. Ce sera pas toujours le cas pour les autres œuvres dont on va parler ensuite. Ce premier essai va évidemment donner des idées à plus d'un, et les techniques vont rapidement évoluer. C'est ainsi qu'une dizaine d'années plus tard, en 1917, plusieurs courts-métrages animés voient le jour, notamment Ok. Dekobo Shingacho Meian no Shippai, réalisé par un des pionniers de l'animation japonaise, Shimokawa Oten, et considéré comme le premier vrai court-métrage d'animation japonais. Le style d'animation utilisé était très rudimentaire, basé sur des dessins Ok. en noir et blanc avec peu de mouvements. Cependant, il a été salué comme une étape importante dans l'histoire de l'animation japonaise, car il a été l'un des premiers à raconter une histoire à travers des images animées. Ok. Alors, il est en revanche très difficile de savoir en quoi consistait cette histoire, car on ne retrouve pas trace de ce film sur internet, et croyez-moi, c'est pas faute d'avoir cherché. Hein. Certains avancent qu'il s'agissait d'un jeune garçon rendant visite à son grand-père à la Ok, campagne. ok, ok, D'autres ok. d'un Mais Dekobo Shingacho n'est pas le seul film d'animation de cette époque pour lequel on ne retrouve aucune copie nulle part. C'est aussi le cas du premier film d'animation japonais parlant, réalisé en 1933 par Masaoka Kenzo, Ok. et intitulé Occasion. Au contraire des États-Unis, puisque je pense que tout le monde, ou presque, a entendu parler du premier film d'animation sonore de Disney, le fameux Steamboat Willie. Attends, j'ai pas rêvé. C'est une souris, non? Oui. Oh, je te vois venir, toi. Ah non, 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 n'espère pas la croquer, mon vieux. Hein. Cette souris, elle pèse aujourd'hui des milliards de dollars. Cinématographique japonaise, le gouvernement comprend vite qu'il peut s'appuyer sur ce média dans un C'est souci de là propagande. l'essentiel. Hein. Et c'est ainsi qu'en 1943 voit le jour un long métrage d'animation, cette fois intitulé Momotaro Umi no Shinpei, c'est-à-dire Les soldats de la mer de Momotaro, produit par la marine japonaise afin de soutenir l'effort de guerre. Ouais. Momotaro, il y a de fortes chances pour que ce nom parle à plusieurs d'entre vous. Normal, il s'agit d'un personnage légendaire au Japon issu d'un conte très célèbre et dont on parlera un jour en vidéo. Enfin, je pense. La vidéo sur Urashima Taro ayant fait un bide retentissant, je garde ça de côté pour l'instant. En tout cas, l'utilisation de ce personnage à des fins de propagande fait que le film sera un vrai succès. Dans ce film, Momotaro dirige une équipe composée de divers animaux issus de la légende originelle, chiens, singes, faisans, Ok. etc., qui ont pour mission d'attaquer une base ennemie située sur une île étrangère. Les animaux montrent ici toutes leurs capacités militaires en décodant des messages ou même en larguant des bombes. Le film est diffusé dans tout le Japon et parvient à promouvoir l'effort de Ok. guerre auprès des jeunes, notamment.
Il sera cependant censuré après la guerre par les forces américaines d'occupation et restera très longtemps interdit. Mais aujourd'hui, il sert à montrer comment l'animation a pu servir à des fins de propagande. Et dire qu'il y a encore des gens qui croient que les animés ne sont que pour les enfants. Ouais. Enfin, laissons de côté cette part sombre de l'histoire de l'animation et entrons à présent de plein pied dans l'âge d'or pour voir comment le Japon a conquis un monde où l'Amérique régnait en maître. Ok. On avance, on avance, on avance. Après la Seconde Guerre mondiale, l'animation japonaise continue de prospérer et d'évoluer. Les années 50 voient la création du premier grand studio d'animation, Toei Doga, fondé en 1956. Il s'agit évidemment du studio aujourd'hui bien connu sous le nom de Toei Animation. Le studio produit les premiers véritables longs métrages d'animation japonais en couleur, comme Le Serpent Blanc en 1958, ou encore Alakazam le Petit Hercule en 1960. Un nom qui ne vous parle sans doute pas vraiment, j'avoue qu'il me disait rien à moi non plus, jusqu'à ce que je découvre son titre en VO, Sayuki. C'est pas une série des années 90 ou 2000 ça? Alors effectivement, il y a eu une série, et même plusieurs il me semble, par la suite. Mais ça n'a rien d'étonnant, puisque Sayuki peut se traduire par la pérégrination vers l'ouest. Et là, tout de suite, ça vous évoque peut-être quelque chose. Mais attends, ce serait pas par hasard la fameuse légende du roi des singes? Pim-pom! Bien joué, tu viens de gagner une ration de croquettes. Oh, chic alors! Bon bah, itadakimasu, hein. C'est ça, bon appétit. Pour revenir à Sayuki, il s'agit effectivement de la première adaptation de cette célèbre légende en animation. Et la légende, ce n'est pas uniquement l'histoire, mais également son réalisateur, puisqu'il s'agit rien de moins que du roi du manga en personne, le maître Tezuka Osamu himself. Tezuka Osamu est déjà relativement connu au Japon à l'époque. Aussi, Et il fera encore davantage parler de lui dans l'histoire de l'animation japonaise durant la décennie suivante, qui sera le théâtre d'une véritable petite révolution pour le monde de l'animation au Japon. Car si les années 50 ont vu naître des animés surtout basés sur des contes et légendes japonaises et orientales, on le retrouve. Les années 60 verront l'arrivée de grandes nouveautés dans l'animation, avec des histoires plus modernes et originales, notamment basées sur des thèmes tels que la science-fiction, la robotique ou encore l'aventure. C'est ainsi qu'en 1963 débarque sur les petits écrans japonais un feuilleton d'un genre nouveau, une série animée hebdomadaire, l'adaptation du manga phare de Tezuka Osamu, Tetsuwan Atom, connu chez nous sous le nom d'Astro, le petit robot, ou Astro Boy pour les pays anglo-saxons. Pour la première fois, le jeune public japonais découvre une série qui lui est destinée, mettant en scène un jeune robot doté de capacités surhumaines et luttant pour la paix et la justice. En vrai, Tetsuwan Atom n'est pas la première série animée au Japon. Il y a eu des précédents, tels que Manga Kalendar en 1951, Husengum en 1956 ou encore Instant History en 1957. Mais Atom, ou Astro, puisque c'est ainsi qu'on le connaît ici, a marqué un tournant car à la différence des précédentes séries, il a connu un succès fulgurant. La série est devenue rapidement très populaire auprès des enfants et surtout elle était diffusée chaque semaine, une nouveauté à l'époque, ce qui a énormément contribué à l'émergence de cette culture de l'animation à la télé au Japon. Culture qui, grâce à Astro notamment, s'est exportée à l'étranger. Et c'est ça qui a fait la différence avec l'animation américaine et qui a permis au Japon de s'imposer par la suite, comme on va le voir, comme un géant de l'animation sur la scène internationale. En effet, l'animation japonaise a pris un chemin différent de l'animation américaine, principalement destinée au cinéma. Et Tetsuwan Atom a également marqué un tournant en termes de style d'animation. La série a introduit un style plus dynamique et cinématographique avec des mouvements de caméra variés ou encore des plans rapprochés sur les personnages. Un style qui, paradoxalement, a clairement subi l'influence du cinéma américain, notamment les films de Disney comme Blanche-Neige, qui a énormément marqué les pionniers de l'animation japonaise déjà avant la guerre. D'accord, ils ont adapté le truc. La japonaise a su adapter ce style pour répondre aux contraintes de la production télévisuelle. Le Japon a donc pris tout le monde de vitesse en basculant l'animation sur le petit écran au lieu de se contenter de films long métrage au cinéma. Et c'est ce qui a permis dès lors une production de masse d'animation télévisuelle. On peut dire qu'Astro a lancé la machine et à partir de là, il n'était plus possible de l'arrêter. L'animation japonaise allait croître de manière exponentielle, notamment dans les années 70. Effectivement, les années 70 et 80 connaissent un véritable boom de l'animation au Japon. Le secteur connaît une croissance sans précédent et se diversifie. C'est aussi là que de nombreux studios voient le jour, on va en reparler dans la dernière partie. La production de séries d'animation télévisuelle est plus que florissante, c'est une véritable explosion. Les séries à succès sont si nombreuses qu'il serait impossible de les citer toutes. On y retrouve des noms ultra célèbres encore aujourd'hui, tels que Mazinger Z en 1972, Candy en 1976, Albator alias Captain Harlock en 1978, et dont j'ai déjà parlé longuement dans la vidéo hommage à Matsumoto Leiji. Et bien sûr, les rouleaux compresseurs des années 80 que seront Dragon Ball et Saint Seiya en 1986. La popularité de ces séries est telle qu'elles parviennent à s'exporter, notamment en Europe, la France en tête, dès la fin des années 70. Pas des productions, et là, je pense que c'est pas nécessaire de continuer, parce qu'à partir de là, l'histoire est connue. La Japanimation se porte aujourd'hui toujours aussi bien, malgré sans doute une légère baisse de régime après les années 2000. Mais les productions sont toujours aussi nombreuses, et le pays du soleil levant n'a pas fini de nous inonder de ses séries et films d'animation. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Je ne m'attarderai pas ici sur l'arrivée en France des animés japonais, d'une part parce que j'en ai aussi déjà un peu parlé dans la vidéo sur le phénomène otaku notamment,
Souvenez-vous, c'était au tout début de la chaîne, la vidéo est par là si vous ne l'avez pas vue. Et d'autre part, parce que je pense y consacrer un jour une vraie vidéo complète et détaillée, comme celle que vous êtes en train de regarder. Parce que je dois avouer que ce sujet me tient d'autant plus à cœur que je l'ai vécu, pour ainsi dire, en live. Mais la vidéo n'est pas finie pour autant. Et pour conclure, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à quelques-uns des plus grands. Ok. Bon. Pas mal. C'était histoire de faire un peu le lien. Alors après, j'ai d'autres vidéos sur l'histoire de l'animation japonaise. Je crois que c'est des vidéos pas d'Arte, mais d'une chaîne un petit peu en mode documentaire. C'est un peu long, donc on va pas regarder ça maintenant. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plutôt des vidéos. Là, j'ai des vidéos sur les genres de manga. C'est des trucs qu'on n'a pas encore vu pour un peu affiner ce truc-là. Et ensuite, on aura un petit côté marché des mangas, c'est-à-dire qui consomme des mangas ou quel volume. Comme ça, on aura fait un peu le tour de l'histoire, des caractéristiques des mangas et en fait, du phénomène aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de diffusion quoi, de tout ça. Donc, j'ai 3 vidéos, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Ok, on a Mystics, hein, bien sûr. Mystics, Aujourd'hui, je souhaite vous parler. on a une vidéo de Cultura, c'est une petite vidéo là, ça c'est cool, c'est rapide, efficace. Et là, on a les genres d'animés. Ok. On va voir. On va d'abord faire cette petite vidéo rapide. Pour une nouvelle vidéo, My Tips. Ok. Alors, Et un peu du vocabulaire qui tourne autour de toutes les catégories de manga parce que je me suis rendu compte qu'à part les shonen, les shoujo et les seinen, ouais. on connaissait finalement très peu les classifications des mangas. Très Avant bien. même de s'attaquer aux catégories et au public visé avec seinen, shonen, shoujo, etc., on peut parler du mot manga. Le mot manga, Ça, on littéralement, sait. ça veut dire Ça, manhwa. merci. Alors il y a plusieurs manières de l'écrire selon que l'auteur est chinois, ça s'écrit comme ça. Et si l'auteur est Ah, coréen, ça manhwa. s'écrit comme ça. Et je Ah, sais ok. aussi que c'est des manhwa, par exemple, pour les auteurs qui viennent de Taïwan. Donc je pense que ça s'appelle un peu manhwa pour beaucoup de pays d'Asie, mais je suis même pas sûre que ça se prononce pareil. Moi, je le prononce pareil, et dans les interviews, etc., ça se prononce pareil. Mais je suis pas sûre à 100% que c'est la même prononciation. Donc déjà, on peut différencier plusieurs sortes de manga, manhwa, manfra, selon l'origine de l'auteur. Manfra, Alors j'avais j'imagine pensé. que les Américains, ils doivent avoir une classification aussi et qu'ils doivent pas forcément appeler leur manga Je vous remets les manga. sous-titres. À chaque fois, Je j'oublie, sais que mais. ça se classe dans les graphic novels aux États-Unis, mais c'est tout ce que je sais. J'ai pas trouvé plus d'infos. Que ce soit les mangas, les manfra ou les manhwa, il s'agit des versions papier et certains Ok, les confondent ok. avec les versions animées. Alors même si c'est pas grave de parler de manga pour un animé, en fait c'est pas du tout la même chose puisque Ça, c'est ok, pas on pareil sait. exactement. Après on comprend très bien qu'il y a une distinction et en plus des fois le papier Ok. et l'animé. Moi, je regarde pas d'animé par exemple, et des fois ça m'arrive de parler avec des gens qui ont vu que l'animé et on parle pas exactement de la même chose. Le plus important reste Ah, quand c'est même de se l'adaptation. comprendre, et du moment qu'on se comprend, c'est pas très grave. Bah le oui, vocabulaire c'est le plus continue. important. C'est maintenant qu'on attaque la Alors. partie shonen, seinen, shoujo, etc. Alors, Vas-y. il s'agit pas vraiment en fait de genre de manga, mais plutôt du public que les éditeurs ciblent quand ils publient un manga. Donc il y a plusieurs catégories. On va commencer du plus jeune On va au plus accélérer un âgé. petit peu. Donc en premier, il y a les Kodomo, donc on peut y retrouver tout ce qui est Pokémon, Shin, Vicha, etc. C'est pour les très jeunes enfants. Ensuite, on a les shoujo et les shonen. Alors c'est Ah, ça plus va pour trop les vite. publics pré-ados, ados. Les shoujo, c'est plus ciblé vers les filles. On va avoir des histoires comme Sailor Moon, Mon Histoire, il va y avoir un peu plus de romance. Et les shonen, c'est donc plus à destination des garçons avec des histoires un peu plus d'aventure. Ensuite, on a les josei et les seinen. Alors c'est plus pour les grands ados, les adolescents à peu près jusqu'à 30 ans. Et donc le josei c'est plus ciblé pour les femmes, le seinen plus pour les hommes, mais que ce soit pour le shoujo, le josei, le shonen ou le seinen, il ne faut pas trop se fier aux catégories, hein, c'est la cible pour les éditeurs, mais c'est pas obligé d'être une femme pour lire un josei ou d'être un homme pour lire un Bien shonen. sûr. Voilà. Enfin, pour les adultes, on a le Reidizu et le Seijin. Alors c'est exclusivement pour les plus de 18 ans, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a du sexe, mais c'est des histoires beaucoup plus pour les hommes, mais que ce soit pour le shoujo, parce le que je josei, connais pas le ça. shonen ou le seinen, il ne faut pas trop se fier aux catégories, Je connais hein, pas c'est ces la termes-là. cible pour les éditeurs, mais c'est pas obligé d'être une femme pour lire un josei ou d'être un homme pour lire un shonen. Voilà. Enfin, pour les adultes, on a le Reidizu et le Seijin. Alors c'est exclusivement pour les plus de 18 ans, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a du sexe, mais c'est des histoires beaucoup plus développées psychologiquement et beaucoup plus sombres généralement. Et bien sûr, dans le Seijin, il y a beaucoup de sexe aussi. Hein. Bon voilà, c'est dans cette catégorie-là qu'on met le hentai. Ce qui me permet d'enchaîner tout de suite avec le genre des mangas, et donc ce que vous attendez tous, non, que je parle de hentai. Bande de coquinous.
Et donc après le public visé, on a les genres de manga, et oui, il y a le hentai dedans, mais pas seulement. Les mangas, ça parle de tous les thèmes, donc il y a énormément de genres de mangas. Attendez, parce que le Reidisu, c'est ça? Je regarde un petit peu ce que c'est. Manga. Alors attends, Reidisu, manga pour femmes. Alors du coup, le Josei. Ladies Comic. Ah, ok, Reidisu. Et Seijin. Seijin, c'est. Ok, ok. Donc Reidisu, c'est. Seinen, c'est jeune adulte en fait. Ça, c'est jeune adulte. Alors, ok, ok. D'accord. Donc on a. En fait, on a. Il y a des catégories en plus. Ça, je savais pas qui catégorisait autant. Adulte. Ok, on a jeune adulte. Je vous fais là. Attendez, je vous remets la map en même temps parce que comme ça, vous voyez ce que je fais. Hop. Jeune adulte. Ok. Donc ça, c'est jeune adulte. Dedans, on a les seinen et les josei. Pardon, hop là, tac. Merde. J'arrive pas à faire ce que je veux. C'est terrible, hein. Adulte, on a ça. On a Reidisu, Seijin. Dedans, on a les hentai. Neketsu, c'est plutôt ça. Kodomo, enfant. Et là, on a un autre truc qui est plutôt ado, en fait. Faut que je fasse un truc, une catégorie adolescent. Ok. Et donc là-dedans, on a le shonen. Merde. Là-dedans, on a le shonen et le shoujo. Ici, voilà, c'est donc le shoujo et le shonen. Ok. Très bien. Eh ben, écoutez. Et le neketsu, en fait, le neketsu, c'est un sous-genre de shonen, quoi. Vraiment, voilà. Ok, let's go. Et ben putain, c'est compliqué tout ça, hein. Hop, on repasse là-dessus. On repasse sur cette petite explication de texte. Je vais pas tous les aborder, mais par exemple, dans le shonen, on peut distinguer deux principaux genres qui sont le nekutsu, donc c'est des histoires un peu comme One Piece, où il y a un voyage initiatique pour un jeune, et le pantsu, alors il peut y avoir un voyage initiatique, comme dans Yuki Holder, mais c'est basé sur un peu le fait que le personnage principal a un petit harem autour de lui, donc généralement c'est un garçon, et la plupart des personnages autour de lui sont des filles. Dans le shoujo... Pantsu, c'est ça? Comme pants? Alors attends. Shonen pantsu? C'est ça? Shonen harem, lol. Neketsu. Mais genre. Neketsu et donc. Pantsu harem shonen. Ok, ok, bah on en apprend tous les jours, hein. On est là pour apprendre des trucs, hein. Donc je connaissais pas ces sous-catégories. On est vraiment dans des délires après. Ok, 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 ok. Ok, non mais très bien. On a principalement deux thèmes aussi, le Mao Shoujo, donc c'est avec des Magical Girls, et la... Ah, ça je connaissais ça. Le Mao Shoujo. Mao Magical Girls, ok. Et la romance. Il y a un genre qui a beaucoup émergé ces derniers... Attendez. Girl et la romance. Il y a un genre qui a... Mais attendez, c'est la même chose? Shoujo, donc c'est avec des Magical Girls et la romance. Il y a un genre qui a Ok. beaucoup émergé ces derniers temps, c'est le Isekai, et donc c'est tout ce qui est en fait dans un autre monde, donc comme le manga Sword Art Online. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de genres, par exemple les mangas historiques sont placés dans une catégorie qui s'appelle J-Demo, les mangas policiers dans une catégorie qui s'appelle... Oh. Alors ensuite on a thème. Donc là c'est plutôt les thèmes. On a l'isekai. Bon, l'isekai, ça c'est vrai que ces dernières années, l'isekai, on en bouffe des caisses. Isekai. Et puis il y a les qui s'appellent J-Demo, les mangas policiers dans une catégorie... Alors J-Demo. Historique. Je vais vérifier l'orthographe. qui s'appelle Suiri, et puis il y a... Suiri policier, c'est ça?
Je sais pas si ça s'écrit comme ça. les mangas avec des robots qui sont les mangas mecha. Il y en Ah, les mechas, bien sûr, les mechas. Gundam, tout ça. Enfin, Gundam, c'est une série animée à la base, mais mecha. Ok. a vraiment beaucoup, mais ce qui vous intéresse, je sais, c'est les hentai, et donc eh ben, il y a les hentai dans les catégories, et donc le mot hentai, je sais pas si vous savez, mais ça veut dire perversion, il me semble, et donc c'est les mangas à caractère pornographique. Il faut pas les confondre avec les mangas ecchi, alors c'est aussi une catégorie, mais Eh oui, 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 évidemment. Évidemment. Tac. Et on a Ecchi qui est érotique. Hein. Ça, ok, d'accord. Ok. ça va plus être de l'ordre de l'érotisme, et une fois de plus, il faut pas confondre le ecchi avec le fan service. Alors le fan service, c'est... Ok, je crois qu'on a fait le tour du truc. Je vais juste vérifier les différentes catégories là. Suiri manga. Ah, c'est Suiri, ok, d'accord. SU. Vu ça, enfin, je pense qu'elle elle a pas fait elle a jamais fait de japonais, et donc sa prononciation était un peu compliquée pour moi. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Enfin, je sais pas, du coup, je sais pas trop comment ça. Jidemo, Jidemo, manga, Jidemo, Jidemo, Jidemo. Attendez. Historique. Manga historique. Historique. C'est quoi le manga? Hidemo? Non, ça va être Jidemo quelque chose. Hidemi? Non. Manga historique. Catégorie. Comment ça s'appelle? Manga historique. Je regarde en même temps en parallèle. Bah écoutez, je sais pas comment ça s'appelle. Manga par genre. Manga historique. Le nom japonais. Moi j'aimerais bien savoir le nom japonais parce que... nom japonais. Alors, tac, 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 tac. Nom japonais, catégorie. Je sais pas si j'arriverai à trouver. Hein. Ah, ok. Historique. Non, bah je sais pas. J'essaie de revoir ce qu'elle a dit. Où il y a un voyage initiatique pour un jeune, et le Pantsu, alors il peut y avoir un voyage initiatique Ok. comme dans Yuki Holder, mais c'est basé sur un peu le fait que le personnage autour de lui, Magical Girl, fait dans un autre dans une catégorie qui s'appelle J-Demo, les mangas policiers dans une catégorie. Beaucoup de genres, par exemple, les mangas historiques sont classés dans une catégorie qui s'appelle J-Demo, les mangas Jidemo. Jidemo. Je pense que c'est JD. Je pense que vu comment elle le prononce, je pense que ça doit s'écrire J-I-Demo. Manga. Bah, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, hein. Je trouve ça bizarre comme... Manga historique. Manga histoire? Ouais, non, je sais pas. Bon, bref, peu importe. On verra peut-être dans une autre vidéo, on aura la solution. Alors, on a donc... merci pour cette petit résumé, hein, des différents types de mangas. On va voir dans les autres vidéos. Est-ce que peut-être Cultura va nous répondre? Parler d'un style de bande dessinée qui a envahi nos rayons depuis quelques années, explorant Alors. des années. Aujourd'hui en France, un livre sur 7 acheté en 2022 était un manga. Il représente 57% du rayon de la bande dessinée en termes de vente. Le fait qu'il y ait un livre sur 7 qui soit acheté, qui soit un manga en 2022, moi ça m'impressionne, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est demandé par les jeunes, les plus jeunes et ceux qui ont... Le pass culture qui est devenu un pass manga. C'est dans la culture pop en fait. Les mangas, c'est tout ce qui est associé au Japon, aux animés, aux figurines, aux jeux vidéo aussi. Hein. Des genres et des sous-genres de mangas, il y en a plein et on va découvrir ça ensemble. Ah, c'est ça qu'on peut savoir.
Ça commence Merci. avec les plus petits, avec un genre qu'on appelle le Kodomo, Kodomo, qui ok. veut dire enfant en japonais. Dans le genre Kodomo, on va retrouver pas mal d'histoires autour des animaux, Mhm, autour mhm. de la famille, autour de l'amitié. C'est dessiné de manière assez simple pour que les plus petits puissent suivre l'histoire facilement. Ici, par exemple, j'ai le manga Shi, Une vie de chat, qui est un manga que je conseille assez souvent pour les plus jeunes enfants, qui est assez simple à lire et plutôt rigolo. Quand on est ensuite un peu plus âgé, il y a deux catégories qui se distinguent dans les mangas. C'est les shonen, Shonen qui veut et dire littéralement shoujo, jeune ok. garçon en japonais, et shoujo, qui veut dire littéralement Ok. qui est soit faible, soit naïf, autour Ça, on du connaît. sport. Là, ça va être autour du football. Ah oui. Autre exemple de shonen aussi, il y a Blue Lock, qui est du coup est un shonen autour du sport. Là, ça va être autour du football. Le nouvel entraîneur du Japon, il va réunir 300 jeunes, il va les mettre dans un centre qu'il appelle Blue Lock pour former l'attaquant Fameux ultime. Blue Et en fait, Lock, il en hein. restera un sur les 300, et c'est trop bien. Alors, le shoujo, ça veut dire jeune fille, mais comme shonen, n'importe qui peut lire un shoujo, un shonen. Moi, par exemple, je lis beaucoup de shoujo et j'adore ça. Du coup, le genre des shoujo, ça traite autour des sentiments, du développement de l'amitié, de l'amour, et ça va être souvent autour des univers du collège, du lycée. Mais encore Ouais. une fois, ça se décline en plein de genres et sous-genres. Je conseille Blue Flag, où en fait, on va suivre l'histoire d'un triangle amoureux qui va se développer pendant les années lycée. Comme shoujo très Le connu, par triangle exemple, amoureux. on a Nana, on n'est plus au lycée ou au collège. Les dessins sont un peu plus travaillés au niveau des visages, on ressent un peu plus les émotions des personnages pour justement retenir uniquement les sentiments. Là, j'ai pris mon coup de cœur dans le rayon qui s'appelle Fragmandel, où ça va parler dans ce manga Ok, de ok. seinen, c'est-à-dire jeune Je pense adulte. qu'on va pas aller dans les Seinen, détails de- On va avoir déjà des histoires qui peuvent être plus. L'histoire se déroule dans un monde où toutes les. Le tome 12, parce que la série est pour l'instant en 12 tomes. Bon, c'est Cultura, ils essaient de vendre des mangas, hein, de Denji, parler des qui trucs. est un mi-homme, mi-tronçonneuse. Bah, en fait, il a un cœur Ouais, ok, écrit ok, par ok. l'auteur ZD. Le manga Spaceman, je vous le recommande à 300%. C'est vraiment bien dessiné. On ressent les impacts des coups de poing des boxeurs. Ok, On ok. retrouve les mangas français la plupart du temps en shonen, mais aussi en seinen. Et en fait, ça va être des histoires à peu près autour de l'aventure, de Mhm, l'apprentissage, un peu comme les shonen du Ouais. Japon d'ailleurs. Mais avec un style français, c'est un peu un mix entre la BD franco-belge et le manga. Bon, ça nous apprend pas grand-chose. Ça nous apprend pas grand-chose, mais ok, très bien. Alors, un guide sur les genres d'animé. Shonen, shoujo, yaoi, yuri. On n'en a pas parlé non plus du yaoi et du yuri, mais le harem, eki, seinen josei, slice of life, sports, big brain animé, isekai. Ok, bon bah ça on a vu déjà, hein, en fait. Je vais pas forcément regarder la vidéo parce que voilà, parce que je pense puis c'est en anglais en plus, donc ça va être plus compliqué éventuellement à regarder. Ok, bon. Et ben c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Et ben écoutez, pour terminer, je pense qu'on va regarder un petit peu des articles et puis vidéos sur le manga en termes de vente en France. Alors ça, évidemment, je ne vais pas le regarder en détail, parce que là, on est sur carrément un article plus scientifique. Alors, il faudra peut-être que je zoome d'ailleurs, mais... Ah ouais, d'accord. Sondage international, ok. En fait, ce que je voulais voir là-dedans, c'est s'il y avait des stats, mais je crois qu'il n'y a pas de ça. Bon, je vais pas vous infliger un article un petit peu dense comme ça. On va plutôt aller sur des trucs un peu plus faciles d'accès. Alors, un article du Courrier International qui a été publié dans quoi en fait? Source Nihon Keizai Shimbun. Donc, c'est un article japonais traduit en français. Donc là, il parle du Comiket, qui est le Comic-Con du manga, en fait, hein, au Japon. Qui a un succès qui est incroyable, très bien. Ok. Venir au Japon prendre la main. Là, améliorer le marketing et la publicité. Ah, l'archipel commence également à exporter son savoir-faire. Le Kadokawa Contents Academy, créé en 2013 d'une maison d'édition Kadokawa, fondée en 2014 à Taïwan, en 2016 en Thaïlande, puis en 2016 en Taïwan. Des écoles de formation au manga et films d'animation. Elle envoie également des professeurs dans les universités malaisiennes et singapouriennes pour donner des cours sur le manga. Comme les mangas japonais sont très populaires, les établissements souhaitent souvent que leurs étudiants soient formés par des japonais, explique Tetsuya Kuga, le président de l'académie.
Dans ces écoles de formation, des élèves de 12 à 40 ans apprennent les bases du manga sur des tablettes ou des ordinateurs. À ce jour, 600 élèves ont été diplômés à Taïwan et 1000 en Thaïlande. Putain, incroyable. 20 d'entre eux ont fait leur début de mangaka dans leur pays respectif et d'autres sont devenus assistants mangaka japonais. Il y a vraiment une diffusion du manga, surtout les manhwas, en fait, ça vient quand même du Japon, hein, de l'influence japonaise, dans tous les pays d'Asie, en fait, hein, d'Asie du Sud-Est. Ouais. La Chine et la Corée du Sud s'investissent à fond dans le marketing et la publicité. Le Japon lui privilégie la qualité plutôt que le potentiel de vente. Oui, alors ça... Pardon, mais bon... On peut douter quand même. Hein. L'industrie japonaise du manga rappelle le secteur de l'électronique qui produisait des œuvres de qualité mais ne répondait pas totalement aux attentes des consommateurs. C'était laissé distancer dans la guerre des prix avec la concurrence étrangère. Le secteur s'est bien développé grâce à la compétition acharnée que se sont livrés les magazines sur le marché national, mais aujourd'hui, il doit rivaliser avec les applications et les mangas étrangers. Comment former et exporter nos futurs talents? La bataille pour l'hégémonie ne fait que commencer. Alors, 300 milliards de yens, le marché du manga en 2017. 0,5% du PIB japonais. C'est quand même pas mal, hein. 0,5% du PIB japonais. C'est les mangas. Je pense que c'est que les mangas, pas l'animé. L'économie du manga... Attendez. Sur ce montant, les ventes de mangas ne représentaient que 433 milliards de yens de recettes. Ce sont les films, les séries télévisées et autres produits dérivés de manga qui... Ok, d'accord. Manga, animation et produits dérivés. Et produits dérivés. 0,5% du PIB japonais. Ok. Bon. Très bien. Le manga hors du Japon. Alors ça, cet article n'existe pas dans le Wikipédia français. C'est pour ça que je l'ai en anglais là. Alors, oui, très bien, merci à Wikipédia. Donc il y a des mangas qui sont censurés en Chine, ok. Là, il parle de qui diffuse en Europe, The French Exception. Alors, la France a un marché du manga particulièrement fort et varié, solide et varié. Beaucoup de publications en France appartiennent à des genres qui ne sont pas très bien représentés en dehors du Japon, comme des drames trop orientés vers la population adulte, des choses trop expérimentales ou avant-garde, un peu innovantes, quoi, des choses un peu innovantes. Ok, il y a des publications de manga, entre guillemets, de manhwa, pas que du japonais. La publication des mangas et la diffusion des animés sont liés en France, les deux médias en fait. Et donc oui, les mangas ont été acceptés via la diffusion de l'animation. La même chose avec les jeux vidéo, lien avec les jeux vidéo aussi, effectivement. Alors, le producteur Jean Chalopin a contacté des studios japonais comme le Toei dans les fin des années 70 pour créer des séries franco-japonaises. Ça, c'est important parce que ça fait partie des trucs. Je ne sais plus où j'ai parlé de Japanimation. Voilà. Il est important, Jean Chalopin, parce que ça a été les coproductions franco-japonaises. 1978-1986. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui a fait la diffusion aussi en France. Ulysse 31, c'est une coproduction. Masque aussi. Les Mystérieuses Cités d'Or, bien sûr, évidemment. Évidemment. Et tout ça, c'est des coproductions. Ok. Belle et Sébastien. Ça, c'est Rémi sans famille, bien sûr.
Enfin, c'est pas ça, mais il y a eu Rémi sans famille aussi, bien sûr. Les Trois Mousquetaires. Ouais. Sherlock, ah oui, le Sherlock Hound. Produit associé Italie. Voilà, inspiré de Conan Doyle. Donc il y a eu plein de prods comme ça. Et TF1, qui a, après France 2, etc. Ok, le Club Dorothée, bien sûr. Dragon Ball. Ah, il y a le fameux conflit, oui, bien sûr, autour de la culture manga, de l'influence. On se souvient de Ségolène Royal, bien sûr, le ras-le-bol des bébés zappeurs. Les mangas, c'est dangereux, machin, tout ça. On s'en souvient. Il y a eu Gun aussi. Gun, qui a été effectivement Gun, qui était publié dans les années 90. C'est un des premiers mangas publiés par Glénat, je crois. Effectivement, avec Akira, c'est une des premières séries qui était diffusée. Hein. Et après, il y a des mangas made in France. Ok, on n'a pas trop les chiffres en fait. Hein. 40% des comics publiés en France, enfin des BD publiés en France sont des mangas. En 2011, donc ça a dû augmenter. Hein. 40%, 60. Alors en 2021, 75%. Ah oui, des 300 € du Pass Culture, qui a été donné au moins de 18 ans en France, là, a été dépensé pour des mangas. One Piece a fait le plus grand lancement de volume en Europe avec 250 000 copies. Ok. Bon, on apprend quelques trucs en plus sur le manga en France. Ça, je voulais voir un petit peu. Ça. Et on a, bien sûr, la France, deuxième pays du manga. On entend souvent dire que la France est le deuxième pays du manga après le Japon. Est-ce vraiment une réalité ? Les autres communautés hispaniques et anglophones sont également très actives et très nombreuses. On vous donne toutes les raisons. La France, deuxième pays consommateur de manga. L'affirmation selon laquelle la France est le deuxième pays du manga se vérifie d'abord par les chiffres de vente. Depuis son arrivée en France en 89, le manga a vu ses ventes bondir de 54% en près de 10 ans. Donc c'est en 1989, publication des premiers mangas en France. Ok. Et bien c'est important de le savoir. Ça, c'est dans l'histoire des mangas. Enfin, c'est l'histoire, plutôt le marché en dehors, hein, mais c'est plutôt ça. Hop là, je vais mettre ça là. Ok. 29 millions de tomes vendus entre janvier et août 2021. Putain, la vache. En 8 mois, quoi. Ou 7 mois. Locomotive de la BD en France. Ok. En 2022, 47 millions d'exemplaires de manga sont écoulés pendant l'année 2021. Ok. 2021, en France, on a 47 millions d'exemplaires de mangas vendus. Ah oui, c'est le double, l'explosion, hein, l'explosion des ventes. Hein. Derrière la France, on retrouve les États-Unis. Les Américains sont de plus en plus importateurs de la maison d'édition, ouvrent régulièrement. Il est probable que les États-Unis dépassent la France en tant que second pays importateur de manga. En 2021, les Américains ont acheté au moins 24,4 millions de tomes. Ça représente une augmentation de 15 millions par 2020. Cette croissance de 160% ne s'arrête pas et profitera de la population toujours plus consommatrice. Il faut dire qu'en brut, on consomme plus, c'est-à-dire pas par habitant. En brut, il y a 4 fois plus d'habitants aux États-Unis qu'en France. 4 ou 5 fois. Et on consomme quand même plus. Hein. C'est ouf. Hein. Ah, par contre, en animé, les États-Unis sont devant la France. Ok. En Japanimation, en fait. Japanimation, les Américains consomment plus que les Français. Ok. Bon à savoir. En 2022, le manga One Piece, évidemment, 6 742 617 volumes en France. C'est-à-dire que rapporté à la population, c'est un Français sur 10. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a des gens qui achètent plusieurs tomes et tout ça, mais un Français sur 10, 10% de la population potentiellement achèterait. C'est un volume pour 10 habitants, quoi.
rends compte? C'est ouf. Alors, il existe des mangas français, ça on le sait. La France, berceau de la Japan Expo, bien sûr la Japan Expo. Évidemment. Ouais, bon, ça, son inspiration, comme plein d'autres choses. Hein. C'est tout simplement car les nouveaux tomes et chapitres sortent parfois en simultané en France et au Japon. Une caractéristique exceptionnelle qui s'est démocratisée ces dernières années. Bien souvent, la traduction d'un manga en France se fait avec 1 ou 2 mois de décalage. Et pour certaines œuvres, comme One Piece ou Boruto, les chapitres sortent en simultané en France et au Japon via des scans. On peut y rajouter que de nombreux acteurs de l'industrie ont émergé ces dernières années, des traducteurs bien sûr, mais aussi des sites spécialisés, des applications développées en nombre et de nombreux services de lecture en ligne qui nous facilitent l'accès au manga. Ok, let's go. Ok, let's go. Je pense qu'on a regardé un petit peu tout ce qu'on voulait voir. On va se mater cette vidéo-là rapidement, juste pour voir un peu je vous le fais en ultra accéléré. Les ventes de mangas au cours du temps. Pas en France, hein, dans le monde. Hein. Donc on a Astro Boy qui est devant évidemment. Là pour l'instant c'est dans les années 70, c'est pas des choses qu'on connaît trop en France. Il y en a plein qu'on connaît pas. Hein. Enfin, je sais pas, Sazae-san, donc on a vu, hein, c'est un des premiers mangas historiquement. Blackjack, je vois pas ce que c'est en fait Blackjack, mais bon, soit. J'accélère encore un peu. Ça, c'était plus pour vous montrer un petit peu... pour voir un petit peu les titres qui sont populaires. On voit dans les années 80 Dragon Ball et Ken le Survivant qui arrive et qui explose un peu tout. Touch, c'est pas Max et compagnie, un truc comme ça, je pense. Hein. En France, l'animé. Doraemon qui est très très populaire au Japon et qu'on connaît moins. Slam Dunk dans les années 90. Je savais pas que c'était aussi que c'était autant vendu dans le monde. Golgo 13, je sais plus ce que c'est. Je connais pas tout, hein, alors là largement pas, mais dans les années 90, on a toujours Dragon Ball qui est loin devant. On est bien. Et là One Piece arrive. One Piece arrive et là c'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de vente, mais c'est bizarre qu'il n'y ait plus de vente parce que ça a été quand même réédité. Mais bon. Naruto arrive. C'est vrai que Naruto arrive après. Détective Conan, évidemment. Vieille série aussi maintenant. Ok. C'est jusqu'à 2020. Hein. C'est pour voir un petit peu l'évolution des titres très populaires. Facile comme vidéo. One Piece dépasse Dragon Ball. Dans les années 2010. Naruto continue de monter. Naruto va se retrouver dans le... Ah, Bleach qui arrive quand même... les années 2010, hein. On est loin, mais c'est avec l'adaptation en anime. Hein. Naruto ça monte plus. C'est pas possible que ça ait plafonné. Peut-être qu'ils considèrent qu'à partir de c'est les nouveaux tomes en fait. Je pense que c'est les nouveaux tomes, pardon. Bon, en fait, ça s'arrête là. Pardon, on va revenir en arrière. Je n'ai pas trop envie de vous mettre une vidéo de Luffy là. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc là, hop. En fait, je pense que c'est les nouveaux volumes. C'est quand il n'y a plus de nouveaux volumes, ça s'arrête en fait. Même si ça continue à vendre. C'est les nouveaux volumes vendus. Donc voilà. Donc voilà pour le petit classement vite fait. Est-ce qu'on finira pas avec cette vidéo là? Deuxième plus grand consommateur de manga au monde. Genre devant les mondes. Les premiers, vous les connaissez forcément. One Piece, Dragon Ball, Naruto. Oui, One Piece est devant Dragon Ball avec 400 millions de tomes vendus. Voilà. Sangoku. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est presque autant que toute la saga Harry Potter, qui est pourtant la saga de livres la plus vendue au monde. Continuons le classement avec les plus connus, Détective Conan... On les a vus les classements. Au monde. En voyant ça, on se rend compte de deux choses. Déjà que c'est que des dessins animés ultra chelous pour les enfants. Et surtout, regardez le numéro 1, 7500 épisodes. Et le pire, c'est que ça a l'air insupportable. Deuxième manga est un cauchemar.
Sazae-san est un manga qui a commencé en 1946 et qui détient le record de la plus longue diffusion au monde. C'est aussi l'anime le plus regardé à la télévision japonaise, avec Maruko-chan dans le même genre. À croire qu'il faut que ce soit mal dessiné pour que ça ait du succès. 2 heures. Ok. Sa journée commence à 5 heures et finit On à s- 2 heures. Il enchaîne club, café et coca pour tenir le coup. Ça, c'est les mangaka, la vie des mangaka, qui est effectivement Quels sont les premiers mangas un peu dur. Sur cette question, tu as la réponse de l'historien. La tradition des mangas remonte au rouleau narratif. Ah, les premiers, ok, bon, ça on a vu. Ça on a vu. Tous les mangas se ressemblent. C'était une critique faite à l'animation C'est pas vrai, japonaise c'est pas vrai. pendant l'époque du Club Dorothée. Et c'est vrai que du peu qu'on en voyait, ils se ressemblaient tous. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, que les styles sont Ah oui. riches, mais c'est vrai qu'il y a certains gimmicks. Déjà, les robots. S'ils ont été aussi présents à une époque, c'est parce que c'est eux qui ont été les vrais premiers mangas modernes. Astro Boy, mais aussi Tetsujin Niju Ashigo, voilà les vrais papas du genre mecha qui donneront plus tard les Gundam ou Goldorak. Dans les gimmicks toujours, on a Mhm. aussi les grands yeux. C'est moins le cas aujourd'hui, mais à une époque c'était limite effrayant. Ça vient encore. Il y a des- d'Osamu il y a des styles Tezuka, aussi, hein. qui aimait dessiner Astro Boy avec de grands yeux directement inspirés de Betty Boop, Bambi ou Mickey Mouse. En gros, tu t'es déjà fab sur de grands yeux de souris. Oui, bah justement, parlons du saignement de nez. Quand un personnage voit quelque chose de coquin... Ah oui, le c'est saignement de nez, je l'ai pas celle vu du ça, nez. c'est Non, vrai. pas saigner comme ça, pisser le sang. Putain, mais si c'était comme ça dans la réalité, c'est plus du sopalin qu'il faudrait, c'est une bassine et une putain de transfusion. C'est vrai qu'on a ça, hein, c'est vrai que j'ai oublié. Hein. Ça s'appelle le Hanaji et ça vient du manga Yasuji no Meta Meta Gaki. Et c'était à la base justement un élément de censure, parce que oui, c'est une métaphore. Et en fait, dans les mangas, il y a beaucoup de conventions du genre. Certaines sont inspirées de la BD franco-belge et américaine, d'autres de faits réels, certains sont liés à des difficultés techniques, et enfin, bah il y a les effets de mode. Le Gainax Bones, par exemple, désigne la gravité très particulière des poitrines japonaises. Oui, parce que c'est bien les papas d'Evangelion qui ont lancé ça dans leur animé Gunbuster en 1888. Ah mais je vous l'ai dit, hein, vous allez apprendre des choses intéressantes dans cette vidéo. Hein. 1888. Parmi les autres gimmicks, la dépression dans un coin de la pièce, les personnages qui chutent de surprise, et bien sûr les onomatopées stylisées et énormes. La prochaine fois que vous regardez Instrument un anime, politique, ça on a vu, c'est la propagande. Merci, merci évidemment, hein, petite vidéo de trash, hein, comme on aime. Alors, voilà, tac. Ok. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait voir. Je regarde juste un autre truc. Ok. Ok, on est pas mal. Alors, on va revenir un petit peu à l'essentiel. On va mettre... Je vais mettre un petit fond musical, histoire de se mettre bien. Tac, et puis let's go. Alors, nous y revoilà. Ok, je vérifie que vous avez bien de la zik. Je vais baisser un peu de mon côté, je vous montre un petit peu du vôtre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a appris qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je réorganiserai un peu la map, mais vous voyez, en gros, on a... tac, qu'est-ce que ça veut dire? Manga, c'est ça. Hein, je ne sais pas si vous voyez très bien, d'ailleurs. Je vais remettre mon retour en grand, comme ça je vois aussi ce que vous voyez. Voilà, donc ça veut dire divertissant, exagéré. Et ça veut dire dessin. Après, il y a des caractéristiques. On a à peu près les 100 planches par volume. On a le côté série, le côté découpage cinématographique, ça aussi c'est important. Ça fait partie du truc. Hein. On a le système de prépublication, bien sûr. Et on a un style graphique particulier. Tac, ok. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. On a un style graphique. On est sur du noir et blanc, ça c'est évident. Et on a des codes graphiques. On a un sens de lecture aussi. Le sens de lecture, c'est aussi quelque chose qu'il faut
Gardez en tête. Et là, donc, du coup, là, je vais mettre un petit peu les différentes caractéristiques qu'on a pu lister. Il y a plein d'autres choses, en fait. Hein. Ça, c'est des exemples, mais... Hop là. Et le mangaka, c'est l'auteur du manga. Bon, ça, on savait, mais on va quand même se mettre ça bien comme il faut. Hop. Là, on a une belle petite frise qu'il faudrait un peu réorganiser, mais... tac, l'histoire du manga. Voilà, on va faire comme ça. Ça, on a bien la logique. On a bien la logique de frise chronologique, là, de ce côté-là. Hop. Et là, on a les codes, en fait. Hein, Ça, c'est un peu les précurseurs. On va dire précurseurs. On est pas mal, on est pas mal. Donc, ça commence à prendre forme. Attendez, on va faire comme ça plutôt. Hop. Let's go. Et donc là, on a les codes graphiques. Et dans les codes graphiques, on a aussi l'histoire des cheveux, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est avec cet article-là. J'aurais presque envie de tout basculer de l'autre côté, mais bon. Ok. Et là, c'est un petit peu les catégories. Hop là. Attendez, hop là, catégorie. J'arrive pas? Alors, pourquoi j'arrive pas à faire mon truc là? Voilà, là on a les catégories. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Je pense qu'on peut un peu réorganiser tout ça pour que ça soit un peu plus clair. On aura quand même appris pas mal de choses. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs que je savais pas sur les mangas. Des trucs évidemment que je savais parce que voilà. Parce que je suis quand même un consommateur, hein, bien sûr, d'animés et de mangas. Donc, des choses que je connais. Mais je ne connais pas tout, bien sûr. Hein. Hop là. Hop là. Je vais essayer de tout remettre du bon côté. Comme ça, on va être pas mal. On va éviter les croisements dégueux, là, Les croisements dégueux de... Hop là. Sur la carte. Voilà. Alors maintenant, ça, on le déplace. J'essaye de faire un truc un peu propre. Ça prend un peu de temps, mais... Et on va réfléchir en même temps aux questions. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur les mangas? Je pense qu'il y aura des questions évidemment, des questions sur l'histoire. Ça me paraît assez évident. Bah oui, parce que sinon on va pas y arriver. Hein. Des questions sur l'histoire. Des questions sur l'histoire, des questions sur... Ah bah j'ai oublié une... Il n'y a pas de... Ok. Attendez, parce que les roues là, ils sont un peu... Voilà. Faire ça bien, on va faire ça bien. On essaye de faire les choses bien ici. On les fait pas toujours rapidement. On les fait pas toujours... de manière parfaite, hein, mais
on essaye de faire ça pas trop mal. Là, on a les catégories, et ça, c'est pas mal de se les placer correctement. Hop là, voilà. Il suffit de décaler ça en vrai. Je peux vous mentir que on peut faire mieux. Alors, hop. Ça, c'est les précurseurs. On met ça ici. Là, on a le côté Japanimation. Qui est un peu une autre... Hop là. La Japanimation, on va laisser ça en gris. Là, on remonte. Ah là, on va y arriver. On remonte les catégories. Comme ça va être plus clair. Les catégories. Suffit d'écarter un petit peu ça encore. Hein. On va y arriver. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème en fait ici. Il y a juste des solutions, bien sûr. C'est mon petit côté discours LinkedIn, ça. Voilà. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Les précurseurs, on va peut-être les mettre un peu plus comme ça. Et alors, j'avais d'autres infos. Voilà. J'avais d'autres infos. Et là, on a d'autres infos sur le côté en France, quoi. Ça, c'est le côté Japanime. Et ça, c'est le côté en France, qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai envie de dire marché français. Marché français. Hop. Et on va se mettre quoi comme couleur pour le marché français? Est-ce qu'on partirait pas sur un petit bleu foncé, quoi? Ou un petit blanc, en fait, hein, en vrai. Non, un petit bleu. Voilà, un petit bleu foncé, là. Hop là. Ça, c'est des infos qui sont intéressantes. Là, on a ces deux infos-là qui vont ensemble. Hop. Et on a une dernière info qui est celle-là. Et on va mettre comme ça. J'essaye de tout organiser correctement, mais je vous avoue que c'est pas facile la vie. Hein. C'est pas facile quand on a plein de choses de noter et qu'on n'a pas la place pour tout. Après, il suffit de resserrer un peu les lignes. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé la manière dont je vais faire ça pour... c'est-à-dire pour rendre les maps accessibles à tout le monde, en fait. Je réfléchis à la question, hein. Je suis sur le coup, mais il faut que je trouve une solution pour publier ça après les streams et que ça soit plus simple pour vous aussi d'accéder aux maps, en fait, quand c'est fini, quoi, parce que c'est dommage de pas les publier. Voilà. Ah, là on commence à y voir plus clair. Alors maintenant, on arrive à la dernière phase de ce live, la phase des questions. Et alors là, il va falloir que je fasse, que je vous mette ça de côté, comme ça, moi je peux voir, je peux commencer à créer des questions. Alors, on va chercher le quiz, source, histoire des mangas, sujet, quiz. Qu'est-ce qu'on a comme question qu'on peut poser sur le sujet des mangas et l'histoire? Déjà, il y a une première question, c'est qui est celui qu'on appelle le dieu du manga? Qui est celui qu'on appelle le dieu du manga?
Eh bien, c'est tout simplement notre ami... comment il s'appelle déjà? Osamu Tezuka, que vous voyez ici. Osamu Tezuka, le Walt Disney japonais, le Walt Disney japonais. D'ailleurs, je vais remettre les guillemets jusqu'au bout parce que sinon ça n'a pas de sens. Ok, ça c'est notre première question. C'est une question easy, mais c'est important. C'est important de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Quel est le pays? Ça c'est facile aussi. Merde, pardon. Hop. J'avais mal écrit. Quel est le pays? Quel est le deuxième pays consommateur de manga dans le monde? Et c'est bien sûr la France. La France. Les USA sont en revanche devant en termes de japanimation. Voilà, ça c'est important. Je mets quand même la petite info pour l'avoir. Hop là. Et hop. Ok, j'ai 2 questions. On va poser une 3e question. Je pense qu'on va partir sur un truc historique plutôt parce que là on a quand même dans l'histoire du manga plein de choses. Déjà, oui, qu'est-ce que ça veut dire manga? Que veut dire manga? Que veut dire le mot manga? C'est important. Et donc là, on a 2 trucs. Ce qui est écrit là. 2 idéogrammes. On a 2 idéogrammes, vous le voyez là à l'écran. On a man, qui veut dire divertissant, exagéré. Et on a ga pour dessin. Et le terme complet, on peut dire que ça veut dire signifie image légère, image dérisoire et esquisse rapide à l'origine. Ok. Progresse. Encore 2 questions à pondre. La publication du premier manga, c'est 1902. De quand... Ouais, on peut faire ça. Hein. De quand date la publication du premier manga? 1902. C'est 1902. C'est tout simplement 1902. Je peux même rajouter le truc. Je vous avais dit quoi, 1902 par Kitazawa Rakuten. Ok. Très bien. Et il nous restera comme ça une 5e question à créer. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme 5e question? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme 5e question? Alors, ça, les styles, ok. Ça, c'est un peu à part, hein, la japanimation. Le marché français, on en a déjà parlé. Les précurseurs, on en a un peu parlé. Les catégories, ça peut être listé 5 catégories. Les cheveux, bon, c'est pas hyper précis, donc c'est pas forcément intéressant. C'est plus ça du fun fact, je trouve, hein, perso, mais bon. Après, c'est mon avis. Hein. Ok, tac. Donc, pas les cheveux. Pas les cheveux. J'essaye d'enlever les barres de défilement. Merci. Voilà, des différents trucs. Pas les cheveux. Ok, le style graphique noir et blanc. Ouais, ça peut te citer 5 styles. Après, c'est l'histoire, les dates précises. Ah, ça peut être de quand date le Shonen Jump, quoi. Quand a été créé le Shonen Jump? Parce que les catégories, je vais l'avoir facile, en fait. Les catégories, je vais l'avoir facile, et c'est trop facile de dire, bah, il y a les shonen, les shoujo, les seinen, les... Alors, remarque, c'est pas si simple que ça. Hein. Isekai, après Seijin.
Redicious pour les femmes. Adulte, femme, homme, ouais. Ouais, on va dire... Quand a été publié le premier numéro du Shonen Jump? Et la réponse est 1968. Bah, c'est facile, 68. Bah oui. Mais 68. 1968. Ok. Eh ben, on est pas mal. Alors, vous savez quoi? J'enregistre ça, tout va bien. Et on va passer au quiz. On va passer au quiz. Vous l'avez normalement qui s'affiche ici. Le quiz, il est là, il est présent. Et on va se poser un certain nombre de questions. On va toutes les voir. Alors, comment s'appelle le dieu du manga? Ça y est, j'ai oublié. Osamu Tezuka. Bon, je ne savais pas en fait, j'ai triché. Osamu Tezuka. Ah non, attendez, il montre toutes les réponses là. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas de points. Parce que j'ai pas mis de points. Attendez, on va recommencer. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Est-ce que là ça marche ou pas? Review all. Il n'y a qu'une question. Pourquoi il n'y a qu'une question? Attendez, j'ai un petit bug là. Je vais voir sur d'autres quiz. Est-ce que sur d'autres quiz, c'est quoi la différence? Il y a un espace. Il n'y a pas de point. Hein. Bizarre, bizarre. Hein. Bizarre. Il y a un espace après, par contre. Entre chaque question. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre l'ambiance. Question 4, question 5. On est d'accord que... On est d'accord que... Si je fais ça, ça donne quoi? Ah, voilà. Il fallait des espaces, en fait. My bad. Quand a été publié le premier numéro du Shonen Jump? 1968. Ça, j'ai bon. Quel est le deuxième pays consommateur de manga dans le monde? La France. Mais les États-Unis sont deuxième en termes de consommation de Japanimation. De quand date la publication du premier manga? 1902. Premier manga en tant que tel. Kitazawa Rakuten. Alors par contre, Rakuten, je vais retenir, mais avec Kitazawa, c'est compliqué. Que veut dire le mot manga? Alors, man, c'est dérisoire. Et ga, c'est dessin. Et ça peut être image dérisoire. Je sais pas trop. Hein. Ah non, divertissant, exagéré. Et ga, dessin. Image légère, image dérisoire, esquisse rapide. Donc c'est man, divertissant, exagéré. Et ga, dessin. Dessin divertissant. Dessin exagéré. Image légère, image dérisoire. Ok. Bon, j'avais pas bon. Le dieu du manga, c'est Osamu Tezuka. Oui. Ouais, la deuxième fois, ça va mieux. Yes. Bon, on a 4 réponses sur 5. C'est pas mal. Après, c'est un sujet où je connaissais déjà des choses. Bien. Bon, on va revenir à la map. On va revenir à la map pour finir ce stream. Hein. Hop, là, une belle mind map encore, avec plein d'infos et plein de couloirs. Assez chouette. On a fait... Alors, il y a eu le petit problème... Oula, je m'en mêle les pinceaux. On a eu le petit problème au début du micro, mais ça, je le donne replay, je cutterai ça. On est en stream depuis 2h30, les amis. 2h30 de stream sur le manga. Alors, tac. Voilà, c'est ça que je voulais. Et voilà, 2h25. Donc voilà, troisième InfoQuest. Je n'avais pas annoncé en avance, j'avais fait une petite liste. Je ne sais pas trop quel sujet on va faire la prochaine fois. En fait, il y a plein de choses. J'ai noté d'autres sujets à explorer. Il faut que je prenne des notes et que je regarde un petit peu ce que j'ai sur le sujet. Hein. Vidéo, etc. Là, il y avait moins d'applications dans ce sujet. C'était plus vraiment un peu de la culture G sur le manga, un peu plus large. Les sujets sur l'intelligence animale et sur l'apprentissage des langues, les polyglottes, c'était un peu plus dans les trucs que je vois d'habitude.
Voilà, et puis il y avait un peu d'application, un peu de cas pratique. Là, c'est un peu plus vraiment des connaissances hein, sur un sujet. Donc voilà, intéressant quand même, intéressant. J'ai appris des trucs. C'est le but hein, pour moi, c'est d'apprendre des trucs et de vous faire partager ça. Donc très content de ce point de vue-là. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur Twitch en live pour jeudi, revue de psychologie positive et un autre moment. Pour l'instant, ils ne sont pas fixés encore les moments d'InfoQuest, mais un autre moment pour l'InfoQuest sur un autre sujet. On va voir quoi. On va varier les plaisirs un petit peu. Je pense que je vais partir dans des trucs complètement différents. Et puis peut-être, dans les mois qui vont venir, d'autres types de live. Peut-être un peu de jeux vidéo aussi, ça fait longtemps. Et puis, par contre, dès lundi, on reprend les publications sur Se Réaliser. Donc, on a un article la semaine prochaine qui est prêt, qui est dans les tuyaux, sur les nudges. Un article, un podcast plutôt, la semaine d'après, sur l'utilisation des forces au travail. Et ensuite, on aura une vidéo sur les projets. Une vidéo sur la chaîne YouTube, donc pas la chaîne Bastou, mais la chaîne Se Réaliser. Une vidéo, voilà, format froid, que je vous mettrai dans 3 semaines maintenant. Et puis, il y a d'autres articles, d'autres vidéos dans les tuyaux, d'autres podcasts aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voyez ça en replay. Et puis moi, je vous dis bonne fin de week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, bonne soirée. Ciao à tous.